Depuis ce premier film, j'ai compris que je voulais vraiment m'immerger dans cet univers, maîtriser l'art du jeu, comprendre ce qui fait la différence entre une performance ordinaire et quelque chose qui reste. C'est ce premier film qui a tout déclenché. 30 ans plus tard, les gens en parlent encore, le revisionnent encore, se disputent encore pour savoir s'il surpasse l'original. Et ils ont raison de se disputer. Parce que Terminator 2, le jugement dernier n'est pas simplement une grande suite, c'est un film qui n'aurait pas dû exister. Enlisé dans des procédures juridiques pendant des années, écrit en 7 semaines chrono, tourné sous pression maximale, est devenu malgré tout le film le plus rentable de 1991. Vous connaissez ce qui se passe à l'écran, ce que vous ignorez probablement. C'est ce qui se passait derrière. Aujourd'hui, on plonge dans 21 faits sur l'un des plus grands films d'action jamais réalisés. Pas de la trivia superficielle. Des révélations qui changent la façon dont vous regardez chaque scène. Les accidents devenus moments iconiques. Les décisions qui ont failli tout faire s'effondrer. Et un acteur qui a oublié de régler son réveil et a presque effacé l'une des scènes supprimées les plus mémorables de l'histoire d'Hollywood. Restez jusqu'au fait numéro un, parce que ce qui est arrivé à ce film des décennies plus tard, personne dans ce final en Assyrie n'aurait pu le prédire. Laissez un like, dites-nous en commentaire votre moment préféré de T2 et abonnez-vous, c'est parti. Numéro 21. Arnold était payé 21 000 dollars par mot. Commençons par les chiffres, parce que les chiffres sont proprement vertigineux. Arnold Schwarzenegger a touché environ 15 millions de dollars pour apparaître dans Terminator 2, une somme déjà sidérante pour 1991. Mais voilà ce qui rend cette donnée légendaire. Le T8 Cents prononce environ 700 mots dans tout le film. Faites la division. Ça donne approximativement 21 000 dollars par mot. Je reviendrai. Une réplique qu'il avait déjà livrée gratuitement dans le premier film, soudainement valorisée comme un placement financier. Hasta la vista, baby. Pratiquement le remboursement d'un crédit immobilier. Nos problèmes. Celui-là couvrait probablement une voiture, assurance comprise. La valeur de Schwarzenegger n'a jamais vraiment résidé dans le dialogue. Elle était dans la posture, la démarche, dans la façon dont cet homme pouvait rendre une paire de lunettes teintées genuinement menaçantes. L'élément le plus coûteux d'un blockbuster à 102 millions de dollars n'était pas le méchant en métal liquide, ni les cascades en hélicoptère, ni les effets numériques révolutionnaires. C'était un type en veste de cuir dont le principal mode de communication était le silence. Schwarzenegger seul représentait environ 15% du budget total avant d'avoir prononcé un seul mot sur le plateau. Le type le plus cher et le plus taciturne de toute l'histoire d'Hollywood. Et chaque centime était justifié. Numéro 20. Le film a failli ne jamais exister à cause d'un divorce réglé pour $1. Que T2 ait pu voir le jour relève du miracle. Et ce miracle a failli être anéanti par l'un des arrangements financiers les plus absurdes de l'industrie. Après le succès du premier Terminator, les droits furent découpés en 3 parts. Hemdale Film Corporation en détenait 50%. James Cameron en possédait une portion, mais il l'avait cédée à la productrice Gail Ann Hurd lors de leur divorce en 1989 pour exactement $1. Un seul dollar. C'est cette transaction dérisoire qui faillit bloquer indéfiniment l'une des suites les plus lucratives du cinéma mondial. Cameron avait déjà un historique tendu avec John Daly de chez Hemdale qui avait tenté de s'ingérer dans la fin du premier film. Reprendre le travail sous ces conditions, absolument pas. Pendant des années, les droits restèrent emmêlés dans de vieilles rancœurs et des mauvais souvenirs. Ce qui finit par briser l'impasse, c'est Arnold étant Arnold. Schwarzenegger, sachant qu'Hemdale était en difficulté financière, alla directement trouver Carolco Pictures et leur dit d'acheter ses droits. Carolco s'exécuta. 10 millions à Hemdale, 5 millions à Hurd, 17 millions au total avant qu'une seule image soit tournée. Si T2 existe, ce n'est pas le destin. Ce n'est pas Skynet. C'est le droit des contrats, de vieilles rancunes. Et un coup de téléphone. Parfaitement minuté. Numéro 19. Le scénario a été écrit en 7 semaines. Voilà un détail qui devrait terrifier quiconque s'est jamais plaint d'une échéance serrée. Les droits sécurisés et Carol co-engagé, James Cameron et son co-scénariste William Wisher disposèrent d'environ 7 semaines pour écrire l'intégralité du script. 7 semaines pour un film qui durerait presque 2 heures et demie,
inclurait plusieurs séquences d'action monumentales, introduirait un vilain révolutionnaire, construirait une dynamique émotionnelle complète entre trois personnages principaux et devrait gérer la logique des voyages temporels sans s'effondrer sous son propre poids. 7 semaines. Cameron a dit qu'il travaillait sans relâche, 24 heures sur 24. Le scénario final couvrait tout. Les séquences cauchemardesques, le T-1000 en métal liquide, la dynamique père-fils entre John et le T-800, la logique de Skynet, la mécanique émotionnelle du final, tout assemblé sous une contrainte de temps qu'aucun studio n'accorderait à une comédie romantique. Ce calendrier impossible se déroula directement en production sans le moindre moment de respiration. Une date de sortie verrouillée était déjà en place. Le train était en mouvement. Tout le monde monta à bord. Voilà ce que ça signifie pour le reste de cette liste. Pratiquement tout ce que vous allez entendre s'est passé sous pression maximale, vitesse maximale et marge d'erreur quasi inexistante. Le miracle n'est pas seulement que T2 soit bon. Le miracle, c'est qu'il ait été terminé. Numéro 18. Certains cinémas ont reçu leur bobine au dernier moment possible. Le sprint ne s'est pas arrêté à la fin du tournage. Il a continué jusqu'au soir de la première. Les monteurs Conrad Buff, Mark Goldblatt et Richard A. Harris coupèrent le film jusqu'à la limite absolue pendant que les laboratoires produisaient simultanément les copies physiques. Nous étions en 1991. Des bobines physiques, une distribution physique, aucun fichier numérique à envoyer d'un clic. Quelqu'un devait physiquement conduire des bobines jusqu'aux salles. Certains cinémas auraient reçu leurs copies à peine quelques heures avant l'ouverture. Imaginez ça. Le film le plus rentable de 1991, celui qui allait transformer le cinéma d'action, et certains projectionnistes enfilaient leurs bobines tout juste à temps avant d'éteindre les lumières. L'équivalent cinématographique de glisser ses devoirs sous la porte alors que la sonnerie résonne déjà, sauf que ces devoirs-là coûtaient 102 millions de dollars et devaient en sortir dans des milliers de salles simultanément. De l'extérieur, un méga hit parfaitement orchestré. De l'intérieur, une course épuisée et surcaféinée vers une ligne d'arrivée franchie exactement à temps. Numéro 17. Le T-1000 était impossible, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. James Cameron voulait un vilain en métal liquide dans le premier Terminator. Relisez cette phrase. Il n'a pas inventé le T-1000 pour la suite. Il le voulait dès le départ. La technologie n'existait tout simplement pas encore. Les équipes d'effets spéciaux du milieu des années 80 lui répondirent « belle idée » et non. Cameron rangea le concept et s'orienta vers le génie pratique de l'original, un endosquelette métallique sous une peau humaine, grâce à l'atelier de Stan Winston. Avec T2, tout avait changé. Cameron avait déjà exploré le morphing numérique dans Abyss. Il alla trouver Dennis Muren chez Industrial Light and Magic et lui demanda si ce concept pouvait être rendu métallique, réfléchissant, humanoïde et capable de se transformer en temps réel à l'écran. Muren dit oui. Le superviseur adjoint des effets visuels Mark Deep développa de nouvelles techniques de capture pour enregistrer les mouvements de Robert Patrick, constituant la base numérique des modèles CGI. Le résultat nécessita environ 52 plans générés par ordinateur, assemblés avec les prothèses pratiques de Stan Winston pour les impacts de balles, les transformations en lames et les séquences de fonte partielles. ILM inventait réellement des outils qui n'existaient pas encore. Le T-1000 était un pari qui aurait pu transformer la production en désastre coûteux. À la place, il redéfinit ce que les spectateurs croyaient possible à l'écran. Et il tient encore la route. Numéro 16. Robert Patrick s'est entraîné comme un prédateur pour jouer une machine. Le CGI n'était qu'une moitié de l'équation. L'autre moitié, c'était un acteur de Géorgie qui décida de se rendre genuinement inquiétant à côtoyer sur le plateau. Robert Patrick ne s'est pas contenté d'apparaître et de jouer un robot. Il a étudié les prédateurs, les aigles, les requins, les grands félins, précisément pour comprendre comment les chasseurs au sommet de la chaîne alimentaire se déplacent quand ils ont verrouillé une cible. Aucun mouvement superflu, aucun effort visible, une concentration absolue. Il s'entraîna 4 fois par jour pour sprinter à pleine vitesse, sans montrer le moindre signe d'effort physique, aucune respiration saccadée, aucun visage rougi, aucune poitrine haletante. Il s'entraîna à maintenir un contact visuel totalement sans ciller. Pour la séquence de fusillade dans le centre commercial, il répéta jusqu'à pouvoir tirer et recharger sans jamais briser son regard, ni laisser son visage exprimer quoi que ce soit.
Ce que Patrick construisit n'était pas un méchant en colère. C'était quelque chose de bien pire. Un système en train d'exécuter une tâche. Le T1000 fonctionne parce que trois éléments parfaitement distincts se sont fusionnés, un concept trop ambitieux pour la technologie des années 80, une équipe d'effets inventant de nouvelles techniques en temps réel, et un être humain qui s'est entraîné à se mouvoir comme quelque chose qui n'a jamais été vivant, toujours aussi déstabilisant 30 ans plus tard. Numéro 15. Linda Hamilton a utilisé sa vraie sœur jumelle pour la scène la plus perturbante du film. Vous connaissez cette scène? Sarah Connor dans la Syrie. Et soudain, elles sont deux. Le T-1000 a pris son apparence et la vraie Sarah doit faire comprendre à son fils lequel est lequel avant qu'il soit trop tard. Pas de CGI, pas d'écran divisé, pas de composition numérique. La vraie sœur jumelle de Linda Hamilton, Leslie Hamilton Garin, infirmière de profession et non actrice, joua le double de Sarah. Les deux performèrent sur un décor réplique, soigneusement positionné et éclairé pour que la caméra puisse les capturer toutes les deux dans le cadre simultanément et laisser le cerveau du spectateur faire le reste. Le même procédé apparut dans le meurtre du garde de l'hôpital psychiatrique. Des acteurs jumeaux, Dawn et Dan Stanton, l'un jouant le vrai garde, l'autre la copie en métal liquide. Pendant que l'équipe des effets inventait de nouveaux logiciels pour faire fondre Robert Patrick à l'écran, les moments les plus désorientants du film venaient d'une technique très ancienne et très simple. Trouver deux fois la même personne, les positionner correctement, laisser le cerveau du public combler les espaces. Parfois, la solution la plus simple est celle qui reste le plus longtemps. Numéro 14. Edward Furlong traversait la puberté pendant le tournage. John Connor est censé être un seul gamin traversant une seule semaine catastrophique. Dans les coulisses, cette semaine dura suffisamment longtemps pour qu'Edward Furlong, 14 ans au début de la production, traverse une véritable poussée de croissance pendant que les caméras tournaient. Sa voix muait. Il grandissait et l'histoire se déroulait sur seulement quelques jours en temps diégétique, ce qui signifiait que la continuité était un désastre potentiel. L'équipe tourna les scènes nécessitant l'apparence la plus jeune en début de planning. Puis vinrent les ajustements. Caisses en bois pour modifier la hauteur, angle de caméra spécifique pour masquer sa croissance, découpage soigné pour éviter les incohérences visuelles entre des scènes tournées à des semaines d'intervalle. Les monteurs s'en ajustèrent à la tonalité sur certaines répliques de Furlong en post-production pour atténuer les changements de voix. Si vous avez déjà revisionné T2 en ayant l'impression que quelque chose clochait légèrement dans la voix de John, vous savez maintenant pourquoi. L'acteur traversait la puberté en accéléré pendant que son personnage tentait d'empêcher l'apocalypse. Edward Furlong a littéralement grandi à l'écran, une réplique corrigée à la fois. Numéro 13. La scène de mort de Joe Morton fut construite autour de son propre poumon effondré. Pour un personnage qui entre à mi-parcours et sort dans une explosion, Miles Dyson laisse une empreinte qui persiste. La raison pour laquelle sa scène de mort semble si brute vient d'un endroit que personne sur le plateau n'avait anticipé. Lorsque la production cherchait comment Dyson devait mourir, touché à la poitrine en tenant un détonateur pour permettre aux autres de s'échapper, il n'arrivait pas à trouver la bonne physicalité. Comment respire un homme dont le poumon a été compromis? Joe Morton avait la réponse. Des années avant T2, son propre poumon s'était effondré dans un accident de voiture. Il dit à Cameron: ce personnage vient de recevoir une balle dans la poitrine, donc il respire probablement de la même façon. Et lui montra exactement ce que ça faisait de l'intérieur. La réaction de Cameron fut immédiate. Toute la scène de mort fut construite autour de ce que Morton lui avait démontré. Cette respiration brisée, hachée, laborieuse dans ses derniers instants n'est pas un choix technique. C'est un acteur qui puise dans l'un des pires moments de sa propre vie pour le déposer à l'écran. Sur le papier, Dyson est l'homme qui crée accidentellement l'apocalypse. À l'écran, grâce à Morton, il devient l'homme qui comprend pleinement ce qu'il a fait et choisit de mourir en essayant de le réparer. Quelque chose de genuinement difficile à revisiter, même si on le fait toujours. Numéro 12. James Cameron a engagé des consultants en guerre nucléaire pour la séquence cauchemardesque. Si vous avez vu T2 pour la première fois enfant, une séquence est restée gravée dans votre cerveau plus longtemps que la course-poursuite au camion, plus longtemps que la Syrie, plus longtemps que n'importe quelle action, la cour de récréation, les enfants, le flash et puis tout. Cameron et son équipe n'ont pas abordé cette séquence avec des raccourcis de science-fiction.
Ils ont engagé de véritables consultants en guerre nucléaire et étudié des archives de détonation réelles. L'éclair, la boule de feu en expansion, l'onde de choc traversant Los Angeles, la peau s'arrachant des corps agrippés au grillage. Tout construit sur des recherches réelles. Voilà le détail qui semble être une blague. Il ne pouvait pas agrandir une explosion conventionnelle pour créer le champignon atomique. La physique ne fonctionne pas ainsi. Une explosion ordinaire mise à l'échelle ne produit pas la bonne forme, ni ce déploiement lent et volumineux caractéristique des séquelles nucléaires. Alors, ils habillèrent un danseur d'un costume de nuage et le filmèrent en train d'interpréter physiquement le mouvement d'un champignon atomique en formation. Quelque part, au cœur de la séquence la plus perturbante d'un blockbuster estival, se trouve une personne en costume faisant de la danse interprétative. Ça fonctionne parfaitement, ce qui d'une certaine façon rend tout encore plus troublant. Les critiques la qualifièrent de l'une des représentations d'annihilation nucléaire les plus réalistement dérangeantes jamais mises en scène dans un film grand public. Numéro 11. Cameron a comparé le Terminator à l'homme de fer blanc. C'est le pari le plus audacieux de tout le film. Et ce n'est pas le métal liquide, c'est de transformer le vilain d'horreur le plus efficace des années 80 en figure paternelle, blindée et brisée. Dans Terminator, le T-800 est un cauchemar pur. Lunettes noires, yeux morts, zéro pitié. À la fin de ce film, on n'est pas certain que l'humanité survive à quelque chose comme ça. Dans T2, même châssis, programmation différente. Et le film ne se contente pas d'actionner un interrupteur pour annoncer le changement. Il le mérite. John Connor ne traite pas cette machine comme une arme assignée à sa protection. Il la traite comme un adulte brisé qui a besoin de leçons d'interaction humaine de base. Il lui apprend l'argot, il lui apprend à rire, il lui apprend à entrer dans une pièce sans que tout le monde veuille fuir. Une seule réplique, tu ne peux pas simplement tuer des gens, et la machine qui abattait des policiers par dizaines dans le premier film se retrouve avec une règle de non-meurtre. À partir de ce moment, le T-800 vise les genoux plutôt que la tête. Cameron décrivit ça comme l'homme de fer blanc recevant enfin un cœur. L'homme qui avait donné aux années 80 son robot le plus effrayant a passé la suite à transformer sa créature en compagnon de route de Dorothée. Avec considérablement plus de genoux fracassés, au moment où l'Assyrie arrive, quelque chose de silencieux s'est produit. Sarah voit encore un outil. John voit le seul adulte de sa vie qui ne lui a jamais menti, ne l'a jamais abandonné, ne l'a jamais laissé tomber. Numéro 10. Le pouce levé fut préparé des heures avant de porter ses fruits. Parmi toutes les façons imaginables pour une machine à tuer invincible de quitter une franchise, qui aurait prédit un pouce levé chargé d'émotions dans l'acier en fusion? Les adieux finaux du T8 Cents ne sont pas un discours. Il ne découvre pas soudainement la poésie. Il utilise le seul vocabulaire émotionnel qu'il a accumulé en 2 heures et demie de film et le déploie précisément au moment où il frappera le plus fort. Plus tôt, John avait montré au Terminator comment faire un pouce levé, un moment en apparence anodin. Un enfant apprenant à son père robot comment être légèrement moins terrifiant. Personne ne le catalogue comme une préparation narrative. Et puis, en s'enfonçant dans l'acier en fusion, la machine fait la seule chose humaine qu'elle ait apprise. Un pouce levé qui disparaît sous la surface. Ce qui rend ce plan dévastateur, c'est sa petitesse. Pas de moment orchestral enflé, juste une main d'acier, un geste qu'un enfant lui a enseigné et la lueur qui se referme sur tout. Vous êtes venu pour les robots tueurs et les répliques cultes. L'image qui s'est gravée dans votre cerveau est un point qui disparaît lentement sous le métal liquide. Ce geste silencieux frappe plus fort que toutes les explosions qui l'ont précédé. Numéro 9. Schwarzenegger portait un short hawaïen au bar de bikers et c'est ce qui a rendu la scène meilleure. Si vous réintroduisez l'un des monstres les plus iconiques du cinéma après 7 ans d'absence, votre déclaration d'ouverture compte. La scène du bar de bikers, c'est T2 qui s'annonce. Le T-800 entre, scanne la salle, informe calmement un biker qu'il a besoin de ses vêtements, de ses bottes et de sa moto. 10 secondes plus tard, le biker est par terre et Arnold repart en tenue complète. Voilà la partie qui rend tout meilleur. Schwarzenegger arriva sur le plateau pour filmer son entrée, nu avant d'acquérir les vêtements du biker, vêtu du short hawaïen le plus criard qu'il put trouver. Cameron le confirma.
Les vrais bikers utilisés comme figurants regardèrent Herdier vers le bas avec une surprise et une confusion visible, ce qui était exactement la réaction dont la scène avait besoin. Ce qui rend la chose encore meilleure, la scène faillit ne jamais exister. Quand le budget gonfla, un dirigeant du studio poussa à la supprimer. Cameron refusa. Le dirigeant se tourna directement vers Arnold, espérant le pousser à convaincre Cameron de changer d'avis. La réponse d'Arnold, en substance, seul quelqu'un du studio couperait une scène comme celle-là. La scène resta. Elle fonctionne parce qu'elle vous désoriente complètement. Quiconque arrive sans connaître le film suppose que le Téwitsen est toujours le méchant. Puis l'histoire pivote lentement vers autre chose. La façon la plus rapide de renverser le rôle d'un personnage est de le réintroduire exactement comme on se souvient de lui, puis de changer absolument tout ce qu'il fait ensuite. Numéro 8. La cascade du camion dans le canal avait une deadline dure à midi. La séquence de poursuite dans le canal de Los Angeles est le genre de choses qu'on ressent dans la colonne vertébrale, même sur un petit écran. John sur un dirt bike, le T1000 dans un semi-remorque. Beaucoup de béton qui ne pardonne pas. La production ne simula pas le moment où le camion plonge dans le canal. Le coordinateur de cascade Joel Kramer et le réalisateur de la seconde équipe Gary Davis construisirent un faux mur de plâtre dissimulant une rampe cachée, puis conduisirent un vrai semi-remorque à travers à 100 km/h et le laissèrent chuter 9 mètres dans le lit en béton. L'impact fut aussi brutal qu'à l'écran parce qu'il était réel. L'équipe disposait d'un permis jusqu'à midi. Un échec signifiait une perte à 6 chiffres sans possibilité de second essai. Au premier passage, le camion n'atteignit pas la vitesse requise et dévia du mur. Ils corrigèrent le système de poulie. Remise en place, réussi au deuxième essai. Avant midi, 8 caméras tournaient simultanément. 4 dans le canal, 4 le long du mur, parce que personne ne misait toute la séquence sur un seul angle. Les moments de quasi-collision étaient reconstruits sur une chorégraphie précise, calculée pour paraître dangereuse sans détruire l'acteur principal. Un hélicoptère réel vola aussi sous un viaduc de 6 mètres de haut pendant la poursuite. Ça semble encore physiquement dangereux à l'ère du tout numérique parce que ça l'était vraiment. Numéro 7. Michael Biehn faillit rater son unique journée de tournage. Kyle Reese mourut dans le premier Terminator. Son histoire était terminée. Mais Cameron écrivit une scène supprimée le faisant revenir, apparaissant à Sarah dans sa cellule d'hôpital psychiatrique en rêve, lui disant que John était désormais la cible principale, la poussant à continuer à se battre. Un pont émotionnel direct entre les deux films. Cameron finit par le couper pour des raisons de rythme. L'histoire fonctionnait quand même. Mais voilà la note de bas de page. Bien aurait oublié qu'il était planifié pour tourner ce jour-là et aurait dormi trop longtemps. Linda Hamilton était déjà en train de répéter lorsqu'il arriva. La scène considérée par beaucoup comme l'une des pièces de matériaux supprimées les plus émotionnellement résonantes de la franchise faillit ne jamais exister parce qu'un acteur n'avait pas réglé son réveil. Cameron coupa également la scène du retrait de la puce, dans laquelle Sarah et John ouvrent le crâne du T800 pour passer son processeur du mode lecture seul au mode apprentissage. Sarah veut détruire la puce. John se bat pour maintenir le Terminator en vie et capable d'évoluer. C'est l'intégralité de l'argument père-figure compressé en une scène, et Cameron la coupa quand même parce que l'histoire fonctionnait sans elle. Plus tard, des éditions spéciales ramenèrent les deux scènes, transformant T2 en chasse au trésor pour les fans voulant chaque couche que la version cinéma avait silencieusement retirée. Numéro 6. T2 s'étendit à un parc à thème avec tout le casting original. T2 ne s'est pas arrêté à la Syrie, il s'est développé chez Universal Studios. T2 3D, Battle Across Time devint une attraction de parc qui fonctionnait comme une véritable mini-suite. Cameron la réalisa. Schwarzenegger, Hamilton, Furlong et Patrick revinrent tous, pas en archive, pas en sosie, en personnes réelles. Le spectacle mêlait des cascadeurs en direct à des séquences filmées en 3D pour envoyer John et le Terminator dans la future guerre de Skynet avant une confrontation avec une machine à tuer améliorée. Pour une part significative des fans, c'était la vraie continuation de T2. Pas un produit opportuniste, mais une suite exclusive qu'il fallait physiquement se déplacer pour vivre. En dehors des parcs, le film devint un écosystème de marques complet. Des jeux vidéo sur pratiquement toutes les plateformes, un jeu d'arcade dévorant les pièces dans les centres commerciaux du pays, des comics et des romans, élargissant la guerre contre Skynet. Des années avant que les univers cinématographiques deviennent le modèle dominant d'Hollywood, T2 n'était pas juste un film. On pouvait jouer le Jugement dernier, le lire, et dans certains parcs à thème,
se faire dessus par lui. Numéro 5. Le budget était de 102 millions de dollars en 1991 et c'était genuinement insensé. Mettons un chiffre en contexte. Le premier Terminator fut réalisé pour environ 6,4 millions de dollars. Un thriller tendu et brut qui fonctionna en grande partie parce que ses contraintes forcèrent des solutions créatives. Le budget de T2 atteignit environ 102 millions de dollars en 1991 pour une suite de science-fiction, à une époque où cette somme représentait un pari d'une audace proprement stupéfiante sur une franchise dont le premier volet était un thriller à petit budget qui avait accidentellement cartonné. Carolco Pictures misait son avenir sur le fait que les spectateurs se déplaceraient à une échelle que personne n'avait tentée pour ce type de film. L'acquisition des droits seuls coûta 17 millions. Le salaire d'Arnold s'élevait à 15 millions. Les effets visuels représentaient un territoire inexploré. T2 devint le film le plus rentable de 1991. Le pari paya totalement, mais depuis l'intérieur de la production, cette connaissance n'était pas disponible. Il volait à pleine vitesse au-dessus d'un terrain sans carte. Numéro 4. Les 4 Oscars qu'il remporta n'étaient même pas la partie la plus importante de son héritage. T2 balaya ses catégories techniques aux Oscars. Meilleurs effets visuels, meilleur maquillage, meilleur mixage sonore et meilleur montage sonore. 4 statuettes auxquelles s'ajoutèrent des Saturn Awards, incluant meilleur film de science-fiction, meilleur réalisateur, meilleure actrice pour Linda Hamilton, meilleur jeune acteur pour Edward Furlong et meilleurs effets spéciaux. Mais l'accueil critique à la sortie ne fut pas simplement positif. Il fut sidéré, les critiques entrèrent en s'attendant à une suite bruyante et coûteuse et en ressortirent en écrivant sur le destin, la parentalité et si l'humanité mérite de survivre. La conversation autour de T2 n'était pas simplement bon film d'action. Elle portait sur ce que le film faisait aux règles de la suite elle-même. Il avait pris le monstre du premier film et en avait fait le protecteur. Il avait pris la victime et en avait fait la guerrière endurcie. Il avait pris un slasher de science-fiction et le converti en méditation sur le libre arbitre et les conséquences de la création. Cette conversation critique ne s'est jamais vraiment arrêtée. Le débat pour savoir si T2 ou l'original est le meilleur film dure depuis 30 ans. On a ce genre de débat que sur des choses qui comptent vraiment. Numéro 3. Le film fut préservé au Registre national du cinéma en 2023. En 2023, 32 ans après sa sortie, la Bibliothèque du Congrès sélectionna Terminator 2, le jugement dernier pour sa préservation au Registre national du cinéma. Le critère retenu, les films jugés culturellement, historiquement ou esthétiquement significatifs pour le cinéma américain. Relisez ça. Ce qui avait commencé comme faisons revenir le robot tueur, mais en personnage positif, finit sur la liste des films que le gouvernement américain a décidé de préserver pour les générations futures. Quelque part dans un coffre-fort soigneusement entretenu pour des gens qui ne sont pas encore nés, se trouve Arnold Schwarzenegger disant Hasta la vista, baby. Une forme de voyage dans le temps même Skynet n'avait pas planifié. Numéro 2. Le film a réécrit les règles de ce qu'une suite pouvait être. Avant T2, la sagesse conventionnelle sur les suites consistait essentiellement à donner au public davantage de la même chose. Plus grand, plus d'explosions, plus de ce qui avait fonctionné la première fois, ne pas toucher à ce qui marche. Cameron fit quelque chose de différent. Il prit l'élément qui fonctionnait, le T8 sens, et le brisa délibérément. Il inversa la prémisse entièrement. Ce qui rendait le premier film terrifiant devint ce qui donnait son cœur au second. Cette décision se propagea à travers Hollywood pendant des décennies. On peut tracer une ligne directe entre le succès de T2 et toute une génération de cinéastes qui commencèrent à se demander et si la suite ne faisait pas qu'étendre l'histoire, mais l'interrogeait. Et si le film suivant remettait en question les fondations posées par l'original, T2 démontra que le public d'une franchise ne venait pas simplement chercher du confort. Il pouvait être surpris, il pouvait être ému, il pouvait pleurer à la fin d'un film d'action à cause du pouce levé d'un robot. Ça semble simple à énoncer. À l'époque, c'était genuinement radical. Numéro 1. Tout ce que vous venez d'entendre s'est produit en environ 18 mois. Voilà le fait qui devrait faire résonner différemment tout le reste de cette liste. Depuis le moment où Carolco sécurisa les droits, jusqu'au moment où T2 ouvrit en salle, l'acquisition des droits, le scénario écrit en 7 semaines,
La pré-production, le tournage complet, les travaux d'effets visuels nécessitant l'invention de nouveaux outils en temps réel, le montage poussé jusqu'à la limite absolue, les bobines physiques livrées au cinéma au dernier moment possible. Tout cela s'est déroulé en environ 18 mois. Un film à 102 millions de dollars, 4 fois oscarisé, plus grand succès de 1991, réécrivant les règles de la suite, préservé par la Bibliothèque du Congrès, construit en 1 an et demi. La prochaine fois que quelqu'un vous dit qu'il a besoin de plus de temps, vous savez quoi lui répondre. Voilà 21 faits étranges sur Terminator 2, le jugement dernier. Et on n'a pas tout couvert. C'est la profondeur de ce film. Dites-nous en commentaire votre moment préféré de T2, le pouce levé, le bar de bikers, le cauchemar de la cour de récréation, la chute du camion dans le canal. On sait déjà que la moitié d'entre vous va citer la même scène, et on vous respecte entièrement pour ça. Si ce décryptage vous a plu, laissez un like, abonnez-vous pour ne rater aucun prochain épisode, et partagez-le avec quelqu'un qui possède ce film sur au moins 2 formats physiques différents. Vous voyez exactement de qui il s'agit. À très bientôt.